La conférence démarre, la première de la journée sur le village Terre de Jeux 2024 du département de la Meuse. Une conférence tournée sur les bienfaits du sport sur la santé, donc en présence de spécialistes, intervenants qualifiés sur ces sujets. Donc je vous propose de les présenter. Donc docteur Jean-Claude Cornu, donc pneumologue et chef de service de l'hôpital Verdun-Saint-Miel. Le docteur Alexandre Fels, adjoint à la ville de Strasbourg en charge de la santé et médecin généraliste. Et Jean-Charles Dron, directeur opérationnel d'Imeuse Santé. Donc une conférence axée sur les bienfaits du sport sur la santé, rappeler un historique aussi de cette approche du sport dans la santé, évoquer aussi des spécificités liées à cette thématique, notamment sur l'essoufflement, donc en présence du docteur Jean-Claude Cornu, comment le combattre, quels sont les bénéfices de l'activité physique sur ces problématiques d'essoufflement. On ira après sur Strasbourg pour montrer les démarches, donner à voir les démarches entreprises par justement cette ville, et notamment via la maison Sport Santé qui s'est mise en place. Et ensuite, on ira découvrir ou redécouvrir les projets portés en Meuse dans le cadre de la démarche Imeuse Santé. Donc je donne tout de suite la parole au docteur Jean-Claude Cornu. Bonjour tout le monde, mais merci de m'écouter. Je suis un peu enrhumé, j'aurais peut-être la voix un peu cassée. Et j'ai donc la difficile mission de vous parler en une quinzaine de minutes, peut-être un peu plus, de l'activité physique. Alors, je ne suis pas le premier à en parler de cette activité physique, puisque déjà au temps d'Hippocrate, donc quelques siècles avant JC, c'était pas moi, c'était un autre, il avait dit qu'il fallait en hiver courir et lutter, et en été peu lutter et ne pas courir, mais marcher longtemps au frais. C'est important parce qu'on dit la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que les conseils sont les mêmes. Ce qui compte, ce n'est pas une activité physique intense pour rester en santé, c'est des activités physiques plutôt modérées. Alors après, d'autres en ont parlé, quelques siècles après, 129 après Jésus-Christ, 200 après Jésus-Christ, on va dire, un autre grand médecin, Galien, a parlé de la même chose dans son traité d'hygiène, où il insistait non seulement sur l'alimentation, mais également sur l'activité physique. On n'a rien inventé. Et puis, peut-être la phrase que je préfère, c'est celle d'Avicenne, qui a donné son nom à un célèbre hôpital, qui était un médecin arabe aux alentours de l'an 1000. Alors d'abord, il disait un truc génial, la médecine est l'art de conserver la santé et éventuellement de guérir. Donc vraiment, aujourd'hui, si on appliquait cette devise, je pense que ce serait assez génial. Et l'exercice, parmi les exercices physiques, il y en a des modérés, c'est à eux qu'il faut se livrer. Exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que quand on force, on se blesse, quand on force, on se décourage, et au bout du compte, on arrête. Donc c'est vraiment un exercice modéré. Et puis, alors, il a fallu maintenant, après des siècles, pour qu'on reparle d'activité physique, et c'est au XXe siècle que se sont développés tous les grands principes qui gèrent aujourd'hui l'activité physique, en particulier dans le cadre des maladies chroniques, que ce soit le cœur ou le poumon essentiellement. On ne peut pas parler d'activité physique sans parler d'essoufflement. Qu'est-ce qui va motiver un patient ou une personne sans pathologie d'ailleurs à avoir une activité physique? C'est quelqu'un qui va se sentir... alors il y a ceux qui font ça par plaisir, mais souvent aussi ils vont faire ça pour essayer d'avoir une meilleure santé, d'être moins essoufflé, d'avoir une musculature un petit peu plus importante. Mais l'essoufflement, c'est quelque chose de très complexe. D'ailleurs, la différence entre essoufflement et fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas net. La frontière entre ces deux symptômes est assez floue. L'essoufflement, c'est un mécanisme très très complexe. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer le schéma de droite qui est en anglais, je parle très mal et je n'ai jamais rien compris à ce dessin, c'est juste pour vous expliquer que c'est très compliqué. Comme la douleur, la sensation d'essoufflement, elle passe par un truc qui est très, très complexe chez l'homme, c'est son cortex, c'est-à-dire ses sentiments. Le filtre du cortex va faire que pour le même effort, certaines personnes, je dis patients parce que je suis médecin, mais certaines personnes tout court, vont se sentir très gênées et d'autres pas du tout. C'est comme la douleur, l'essoufflement. Il y a des gens, vous leur piquez le bout du doigt, ils sentent rien. Il y en a d'autres, ils grimpent au mur. C'est exactement la même chose, c'est le même genre de difficulté. On ne peut pas mesurer l'essoufflement comme on mesure le pouls ou la tension. Il n'y a pas un chiffre qui permette de mesurer l'essoufflement. C'est quelque chose de complexe à évaluer.
de complexe aussi dans le mécanisme de l'essoufflement, puisque l'essoufflement, moi je vois beaucoup de patients qui se plaignent d'essoufflement, parce que quand on est essoufflé, on se dit on est malade des poumons. Alors on voit beaucoup de gens. Mais il faut comprendre qu'on peut très bien être essoufflé et avoir des poumons parfaitement sains. La deuxième grande cause d'essoufflement, c'est le cœur, les maladies cardiaques. Et puis il y a une troisième cause d'essoufflement, c'est ce qu'on appelle la dysfonction musculaire. Alors en général, c'est du déconditionnement musculaire, parce que les maladies des muscles sont quand même très rares. C'est ce qu'on appelle le déconditionnement. Et là, je vais vous poser quelques questions. À votre avis, donc on vient de dire le poumon, le cœur, les muscles, le système articulaire. Quelle est la première cause, quel est le premier mécanisme qui envoie à votre cerveau la notion « je suis essoufflé » ? La douleur, c'est simple. Vous avez un nerf au bout du doigt, vous vous piquez. Il y a un nerf qui conduit l'information au cerveau, vous retirez la main. Voilà. C'est un réflexe classique. Pour la douleur, c'est très simple. Mais pour l'essoufflement, ce capteur qui envoie à votre cerveau l'information « je suis essoufflé », où est-ce qu'il se situe ? Eh bien, je vous donne la réponse dans la foulée. Il se situe au niveau du muscle. Et c'est là que tout commence. C'est-à-dire que pour ne pas être essoufflé, il faut avoir des muscles en bon état. La musculation, c'est l'élément essentiel. Le muscle a soif d'air, soif d'oxygène, parce qu'il est mal alimenté. Donc il va dire à votre cerveau, accélère la respiration, accélère le rythme cardiaque pour m'apporter plus d'oxygène. Il faut savoir que le corps, j'abrégerai peut-être une diapo suivante, mais le corps, c'est comme un moteur. Ça fonctionne, les muscles fonctionnent avec de l'oxygène, exactement comme une voiture, c'est la même chose. Et les muscles fonctionnent, l'essence du muscle, c'est le sucre, voilà, tout simplement. Et on peut même aller encore plus loin en disant que si on est des animaux à sang chaud, c'est parce que cette combustion de l'oxygène et du sucre produit de la chaleur, ce qui fait qu'on a 37 de température. C'est le même mécanisme comme une voiture. Et votre organisme, il rejette du gaz carbonique et de l'eau, tout comme une voiture. Un moteur à explosion, évidemment. Voilà, donc le muscle est le centre de tout. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a des muscles qui sont déconditionnés, qui ne sont plus habitués à faire des efforts ? C'est vraiment le problème central. Ils peuvent être déconditionnés parce qu'on est sédentaire, mais aussi parce qu'on a des maladies, bien entendu, et l'association des deux. Quand le muscle est atrophié, on va être essoufflé. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est le mécanisme numéro 1. Le muscle ne va pas bien fonctionner et va demander beaucoup plus d'efforts qu'un muscle bien entraîné. Et l'homme est fait de telle façon que quand quelque chose devient pénible, un effort devient pénible, on l'évite. C'est comme l'histoire de la douleur, toujours la même analogie. Si vous mettez la main sur la cuisinière, vous allez vous brûler, vous ne le ferez qu'une fois. La deuxième fois, vous direz non, je ne mets pas la main. Pour l'effort, c'est la même chose. Si un effort devient pénible pour quelqu'un, que ce soit un malade, mais aussi quelqu'un en bonne santé, mais qui ne fait pas d'activité physique, il ne le fera plus, parce qu'il va trouver ça pénible, et donc il rentre dans un cercle vicieux. Plus on va limiter son activité, plus les muscles vont se déconditionner, et plus on sera essoufflé. C'est vraiment le muscle qui est au centre de tout ça. Il faut refaire ses muscles pour être moins essoufflé. Et donc cette spirale, elle va aboutir à une sédentarité extrême, avec des personnes qui ne bougent plus du tout de la journée, qui restent assis dans leur fauteuil du matin au soir, qui se font apporter leur baguette de pain par le voisin. Et le jour où le voisin est malade et ne va pas chercher le pain, quand ils veulent aller à la boulangerie, ils ne peuvent plus, tellement ils sont essoufflés. Alors là, ça peut être le moment de réagir. Et je vais vous montrer maintenant 2 diapos, et je pense que je pourrais m'arrêter là pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore de l'importance de l'activité physique. Vous avez en photo, là, je ne sais pas si on voit bien avec le soleil malheureusement, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Vous avez les jambes d'une personne qui est atteinte de problèmes respiratoires et qui n'a plus d'activité physique. Alors, chez des personnes déconditionnées de cette façon, on a fait une étude, on a comparé les mêmes malades, la même gravité de maladie, avec des gens qui avaient fondu leurs muscles, c'est la diapositive de droite, l'image de droite, je veux dire, et puis des gens qui gardaient une activité physique, qui s'entraînaient, c'est l'image de gauche. Vous voyez que c'est une coupe scanographique de la cuisse, en fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de muscles sur l'image de gauche que sur l'image de droite. Et puis, on a regardé leur survie à ces gens-là.
Donc on parle bien de la même maladie, de la même gravité. C'est ce qui est caractérisé par vous voyez l'acronyme VEMS qui traduit cette gravité. C'est la même dans les deux groupes de patients. Et on a regardé à 5 ans combien il y en avait des vivants et inversement combien étaient morts. Ceux qui avaient des muscles en bon état, au bout de 5 ans, on avait 80% qui étaient encore vivants. Ceux qui n'avaient plus de muscles, au bout de 5 ans, il n'y avait plus que 30% de survivants. Voilà, je peux m'arrêter là. Ceux qui n'ont pas compris qu'il faut faire du sport, ça va devenir compliqué. Voilà, donc pour remonter cette spirale du déconditionnement, c'est l'image jaune, la spirale jaune de droite, il faut faire de l'activité physique, il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas oublier que l'homme, on est des animaux, des animaux omnivores, et notre corps, depuis l'homme de Cro-Magnon, depuis le Néandertal, il n'a quasiment pas changé, on est toujours les mêmes. L'homme, il a été fait pour chasser le mammouth, grimper après les arbres pour échapper aux lions, etc. Et l'homme qui courait après les mammouths il y a quelques dizaines de milliers d'années, c'est le même qu'on a aujourd'hui. Alors la société a évolué, l'activité physique n'a plus rien à voir avec ce qui se passait à l'époque, mais le corps est toujours le même. Il a toujours les mêmes besoins pour être en bonne santé. Il a toujours besoin de cette activité physique. On doit garder cette activité d'une autre façon, mais voilà, on est victime souvent de la société d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité physique ? Je vais passer un peu plus vite, je ne sais pas combien on est de tout. L'activité physique, il y a différents niveaux, évidemment. Alors on peut déjà parler du comportement sédentaire. Être sédentaire, c'est rester dans son fauteuil, en gros. Toutes les activités qui se font coucher ou assises sont des activités sédentaires qui ne consomment quasiment pas d'énergie. Si, quand on est au repos, on prend son pouls, on va avoir une fréquence cardiaque qui va rester basse, vraiment inférieure à 40% de la fréquence cardiaque maximale théorique, qu'on calcule en soustrayant à 220 son âge. Alors on a une idée approximative de sa fréquence cardiaque maximale. Et quand on est au repos, évidemment, on ne ressent pas, sauf dans des cas particuliers, d'essoufflement, on ne sent pas les battements de son cœur, on ne transpire pas. Après, on a les activités physiques d'intensité faible, où la fréquence cardiaque augmente un petit peu, mais où on n'est pas essoufflé. On peut parler sans problème avec son voisin. Par exemple, marcher en promenant son chien tranquillement, avec une vitesse en général inférieure à 4 km/h, mais une vitesse lente qui permet de parler, de discuter avec son voisin et avec des arrêts fréquents en promenant son chien. Ça, c'est une activité d'intensité faible. D'intensité modérée, là, on accélère un petit peu sa fréquence respiratoire, on ressent un essoufflement, on transpire un petit peu, on accélère sa fréquence cardiaque, je veux dire. Alors, par exemple, une marche entre 5 et 6 km/h, la montée des escaliers doucement, parce que monter les escaliers vite, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Une course à pied à moins de 8 km/h, tout ça pour un adulte 30-40 ans, parce que évidemment les performances diminuent après avec l'âge. Je passe sur les activités d'intensité élevée et les intensités très élevées. C'est juste pour vous signaler que on a cette classification. En pratique, pour la santé, on n'a pas besoin d'aller à ce niveau-là. Après, c'est plus de l'activité physique pour entretenir sa santé, c'est de l'activité physique pour pratiquer des activités sportives et pour performer. Ce n'est pas le but. Alors, je vous ai dit, le corps, il fonctionne comme un moteur. Et comme parmi les voitures, on a des 2 chevaux, puis on a des Ferrari. Et ça, on n'y peut rien. On n'est pas tous faits pareil, on ne peut pas le changer. Mais qu'on ait un moteur de 2 chevaux ou un moteur de Ferrari, la demande d'énergie est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous montez les escaliers, quand vous passez l'aspirateur, quand vous vous habillez, que vous soyez un sportif de haut niveau, un champion olympique, ou que vous soyez quelqu'un de gravement malade, vous allez consommer exactement la même quantité d'énergie. Donc, d'où l'importance d'avoir un entraînement physique de façon à maintenir cette possibilité de réaliser certaines activités physiques. Par exemple, peu importe l'unité, je vous explique, vite fait. Là, c'est toujours un moment délicat de l'exposer. C'est ce que je faisais en éducation thérapeutique dans le laboratoire, dans l'unité de réhabilitation.
Mais en général, c'est compréhensible. Pour s'habiller, on consomme par exemple 8 millilitres d'oxygène par minute et par kilo de poids. Hein. C'est comme ça qu'on mesure la quantité d'oxygène, l'énergie qu'il faut pour pratiquer une activité physique. Pour marcher à 4 km/h, on va en consommer 14. Comment on détermine ces paramètres par rapport aux capacités du corps humain? Un petit dessin, un petit schéma que je vous explique. Quand on pratique une activité physique avec une résistance qui croît progressivement, il y a un moment, jusqu'à un certain moment, on n'est pas essoufflé. Il y a un moment, l'essoufflement apparaît. On appelle ça le seuil respiratoire. Tous les efforts qu'on fait en dessous du seuil sont supportables et peuvent être maintenus pendant 30 minutes, 1 heure, sans problème. Tous les efforts qu'on fait au-dessus de ce seuil deviennent pénibles et on est obligé de les arrêter au bout d'un certain temps selon son entraînement. Alors, ce seuil, il est symbolisé par la ligne rouge du milieu. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez ma souris, là? Le seuil, c'est ça. Jusque-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas de problème. L'activité physique, le fait de reconstruire ses muscles, va pousser ce seuil vers la droite. C'est-à-dire que l'essoufflement va apparaître beaucoup plus tard. Et on en tire un bénéfice très rapidement. En quelques semaines, on améliore ce seuil de confort, si vous voulez. Et donc, refaire ces muscles va très vite vous permettre de faire des efforts plus importants sans être essoufflé. Et chez des personnes qui ont des problèmes de santé graves, qui peuvent à peine s'habiller, par exemple, sans être essoufflés ou sans s'y reprendre à plusieurs fois, le fait de refaire du muscle va leur permettre de faire ces efforts qui paraissent modestes, mais d'une seule traite. Mais l'activité physique, ça n'a pas qu'un effet bénéfique sur les performances physiques, on va dire. Ça a aussi des avantages sur un tas de maladies. Alors, on ne parle pas des maladies cardiovasculaires, ça diminue la mortalité par maladie cardiovasculaire, donc ça a un effet préventif. Hein. Ça diminue l'incidence du cancer pour le sein, le côlon, l'endomètre. Ça améliore la santé mentale, ça améliore les fonctions cognitives, ça limite le risque de dépression, ça améliore la qualité de vie et la qualité du sommeil. Ça agit sur un tas de choses. C'est une liste à la Prévert. Hein. Ça agit sur l'obésité, évidemment. Ça réduit le risque de chute chez les personnes âgées. Ça réduit le risque de prise de poids. Ça réduit le risque de dépression du postpartum. C'est tout ce qui a été prouvé, hein, que je vous liste là. Ça réduit la mortalité par cancer du sein. On a vu que ça limitait le risque de cancer du sein, mais ça limite également la mortalité quand on est malheureusement atteinte d'un cancer du sein. Ça limite, pareil, la mortalité en cas de cancer du côlon, en cas de cancer de la prostate. Ça réduit le risque d'hypertension artérielle, du moins d'aggravation d'une hypertension artérielle. Ça réduit la mortalité chez le diabétique. Enfin, vraiment, c'est le meilleur traitement du monde, l'activité physique. Il n'y a pas mieux quand on est atteint de maladies chroniques et il n'y a pas mieux pour rester en bonne santé. Alors, il ne faut quand même pas se lancer dans l'activité physique sans prendre quelques précautions. Hein. Il y a 10 règles d'or, c'est les règles que citent souvent les cardiologues. Hein. En particulier, en cas de douleur dans la poitrine, il ne faut évidemment pas insister. Vous n'avez rien fait pendant des années, vous essayez de remarcher, d'aller vous balader, vous ressentez une douleur dans la poitrine, faites pas comme moi, continuez pas, arrêtez. C'est le moment d'arrêter. Il faut dire que je suis comme tout le monde, hein, je suis un peu bête. Hein. Si vous avez également des palpitations quand vous faites des efforts, il faut en parler à votre médecin. Il ne faut pas dire ça va passer, il faut en parler à votre médecin. Évidemment, si vous faites un malaise et des vertiges en faisant des efforts, pareil. Hein, il faut s'échauffer, il faut s'hydrater. Et surtout, pour ceux qui fument, il ne faut pas fumer 2 heures avant. Il ne faut pas fumer si possible du tout. Mais si vous êtes fumeur, il ne faut pas fumer 2 heures avant et 2 heures après une activité physique. Hein. Moi, je rappellerai toujours le conseil que m'a donné le docteur Alam quelques semaines avant que je fasse mon infarctus. Je fumais. Ah oui, cordonnier, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est plus mal chaussé. Et il m'avait dit un jour en sortant du bâtiment, puisqu'on travaillait dans le même bâtiment à l'époque, tu devrais choisir ou faire du sport ou fumer. Et parce que je faisais beaucoup de sport, en disant je suis fort. Voilà.
Voilà, donc j'ai pas suivi ses conseils, tant pis pour moi, mais c'est des vrais conseils. On ne fume pas 2 heures avant et 2 heures après une activité physique. Pas de dopant, évidemment. Pas de sport si vous êtes malade, si vous avez de la fièvre, une grippe. Il faut limiter les activités intenses, c'est certain. Hein. Et puis, si vous n'avez pas fait de sport pendant longtemps, avant de redémarrer une activité physique, allez quand même voir votre médecin généraliste au minimum pour qu'il fasse un peu le point et qu'il vérifie si vous n'avez pas besoin d'examens plus poussés, en particulier chez le cardiologue. Hein. Voilà, maintenant que vous avez tous compris qu'il fallait faire du sport, fallait faire de l'activité physique, hein, le terme sport peut faire peur, le sport n'est pas indispensable, il faut faire de l'activité physique, de modérer, c'est ça qui est important. Il faut vous motiver. Hein. Alors vous allez y arriver, c'est un peu comme l'arrêt du tabac, vous allez y arriver, après vous allez laisser tomber, c'est pas grave, il faut essayer. L'échec fait partie de la philosophie de tous ces changements de situation, ces changements d'hygiène de vie, que ce soit pour l'alcool, le tabac ou l'activité physique ou les problèmes de poids. Il y a des échecs, il ne faut pas s'arrêter aux échecs, il faut continuer. Hein. Et si vous êtes convaincu, je pense qu'on parlera sans doute plus tard de Prescrimove, de l'activité physique qui peut être proposée en particulier aux personnes qui ont des maladies chroniques. Eh ben, je vais laisser ma place maintenant à mon successeur, au docteur Feltz, qui va vous parler également de tout ce qui se passe à Strasbourg. Merci beaucoup, docteur Cornu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui a été... Moi, j'en ai une, vraiment très rapide. Vous avez parlé de cet effort et de cette sensation d'essoufflement qui est quand même propre à chacun, une sensation. Est-ce que niveau innovation, niveau technique d'examen, les choses évoluent pour mesurer, on va dire entre guillemets, objectivement cette sensation d'essoufflement? Alors oui, l'examen de référence, quand on essaie d'évaluer l'aptitude à un patient, parce que très souvent les personnes se plaignent d'essoufflement, mais c'est normal en fait. Ils se plaignent d'un essoufflement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de l'activité physique, mais c'est normal, c'est un essoufflement normal. Alors pour leur prouver que c'est normal ou pour détecter s'il y a une anomalie, l'examen de référence, c'est l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, ce qu'on appelle vulgairement la VO2 max, hein, qui permet de calculer les performances d'un patient, son maximum, ce qui en général a peu d'intérêt sauf chez les sportifs, mais surtout son fameux seuil. Hein. Le seuil, c'est un truc fantastique. Moi, c'est un examen que j'adore faire. Ça prend beaucoup de temps, mais on peut dire au patient, vous marchez à telle vitesse, vous n'aurez pas de problème. Et ça correspond toujours à la réalité. Vous montez sur un vélo d'appartement qui est gradué en watts, vous le mettez à telle vitesse, vous n'aurez pas de problème. Alors, évidemment, c'est souvent beaucoup plus bas que ce que les personnes imaginent, mais parce que quand on n'a rien fait depuis longtemps et qu'on veut courir à 7 km/h, c'est pas possible. Il faut parfois simplement trottiner à 4 ou 5 km/h. Mais c'est en faisant ça progressivement qu'on améliorera ses performances. Si on va aller trop fort tout de suite, on se met tout de suite dans le rouge et c'est là qu'on a l'échec parce que la personne va dire « Ah non, mais j'y arrive pas, je laisse tomber ». Donc il faut repartir modestement. Et donc avec cet examen, on peut exactement savoir ce qu'il en est. J'ai dit un truc drôle, non ? Alors, c'est bon. La règle habituelle, c'est de faire 30 minutes 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Mais en fait, comme disait Coluche, la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les 2 pieds touchent par terre. Moi, je dis pour l'activité physique, la bonne durée, c'est ce qui va vous plaire. Faites ce qui vous plaît au début. Après, vous pouvez vous fixer un objectif, mais peut-être pas trop vite. Commencez déjà par trouver l'activité physique dont vous avez envie. Hein. Si vous avez plutôt envie de faire du vélo, faites du vélo, essayez pas de courir. Si vous avez envie d'aller à la piscine, allez à la piscine. Si vous avez envie d'aller dans une salle de sport, allez dans une salle de sport. Et essayez de faire... alors, si vous arrivez à 3 heures par semaine, c'est magnifique, c'est parfait. Si vous faites 3 fois 30 minutes, c'est déjà bien. Là, j'ai lu récemment une étude où on nous dit que faire 2 heures une fois par semaine, c'est aussi équivalent. Ne tenez pas compte des histoires de 10 000 pas, 11 000 pas, 15 000 pas. Le nombre de pas, c'est pareil, c'est celui qui va vous convenir. Aujourd'hui, on compte plutôt 8 000 pas par jour, par exemple, pour être en bonne forme. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, docteur Cornu. Je donne la parole tout de suite au docteur Alexandre Feltz, qui est adjoint à la ville de Strasbourg. Ça va se passer alors, effectivement en visioconférence depuis Strasbourg. Voilà.
Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Verdun. Merci à mon collègue d'avoir introduit brillamment ce travail. Je vais essayer de lancer la diffusion de mon écran avec ma présentation. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Est-ce que c'est bon? Je peux commencer? Parfait. Strasbourg est connu pour être la ville qui a initié le sport santé sur ordonnance. Maintenant, il y a plus de 10 ans, en 2012. Elle était basée, comme j'étais déjà élu à ce moment-là, sur tous les éléments de la science que mon collègue vient de répéter. Je ne vais pas en rajouter, juste dire que vraiment l'activité physique à visée de santé est un beau médicament de prévention et un beau médicament de soins. Comme il l'a dit, c'est basé sur des études scientifiques de très très haut niveau. En 2012, c'était déjà une urgence. Aujourd'hui, l'urgence est augmentée, notamment en prévention primaire, notamment chez les enfants. Les enfants ont perdu beaucoup de capacités respiratoires. Hein. Mon collègue parlait de l'essoufflement. Malheureusement, ils sont essoufflés très très vite. Ils ont des capacités qui ont diminué de 20 à 30%. On a une courbe qui aujourd'hui s'aggrave de jour en jour. Donc, on parlera un peu tout à l'heure de comment on peut changer cela. Donc, ça, c'est la prévention dite primaire ou universelle qui est liée à la sédentarité, le nombre d'heures où on est assis devant un écran, où on ne bouge pas, et l'activité physique, le nombre qui est recommandé 30 minutes. Mais comme l'a très bien dit mon collègue, si on fait que 10 minutes, c'est 10 minutes, puisqu'on a pratiquement 70% des gens qui ne font même pas ces 30 minutes équivalent marche. Voilà. Donc à Strasbourg, on a lancé donc, ce sport santé sur ordonnance. On a considéré que c'était comme un médicament, donc on allait le mettre sur une ordonnance. C'était en 2012. On avait un éducateur sportif qui accueillait les patients. Ensuite, on a réuni un peu toutes les villes. De nombreuses villes nous ont rejoints pour lancer ce sport santé sur ordonnance. Il y a une loi qui a été mise en place en 2016 et maintenant il y a aussi, comme à Verdun et ailleurs, des dispositifs. Ils s'appellent Prescrimove et des structures. Ils s'appellent les maisons du sport santé. Vous voyez là, c'est la maison du sport santé de Strasbourg. Il y en a plus de 500 en France. Donc, il y en a à côté de chez vous qui sont des lieux de ressources sur l'activité physique à visée de santé. Voilà, donc aujourd'hui à Strasbourg, depuis 2012, on a suivi plus de 5000 patients en sport santé sur ordonnance. Donc vous voyez là cette courbe qui montre le nombre de gens qu'on a pris en charge. Ça peut sembler beaucoup, mais les maladies chroniques sont, comme je l'ai dit, en augmentation constante. En France, on peut dire qu'il y a 10 à 11 millions de gens en affection longue durée. Vous savez, ces maladies qui sont reconnues par la sécurité sociale. Et si on va sur l'hypertension, l'obésité, les maladies chroniques, on est à près de 20 millions, ce qui peut considérer à peu près 20% d'une population pourrait répondre au sport santé sur ordonnance. Donc, vous voyez, c'est plusieurs dizaines de milliers dans nos grandes villes. Voilà. Nous, on suit à peu près 1000 patients chaque semaine par l'activité physique à visée de santé. Vous voyez là les slides qui montrent le type d'activités qui sont proposées. Elles sont, comme mon collègue l'a dit, multiples, parce que c'est très important de trouver celle qui est le plus adaptée. Elles sont toujours, comme il l'a aussi très bien dit, d'intensité légère à modérée. C'est ça qui est sport santé. Et donc, vous voyez l'ensemble des activités qui sont proposées. Vous voyez aussi l'ensemble des pathologies qui sont proposées, qui répondent au sport santé. Vous voyez que le Covid long, dont on a parlé aussi, et la santé mentale qui est en explosion, les dépressions, l'anxiété. La Haute Autorité de Santé rappelle que l'activité physique est le premier prescription à faire dans le cadre des dépressions légères. Donc, à Strasbourg, dans le Grand Est également, puisque ça s'appelle Prescrimove, un ensemble très important de pathologies est pris en charge. Vous pouvez aller voir votre médecin généraliste, maintenant aussi votre médecin traitant de votre pathologie, si c'est un pneumologue, un cardiologue, un diabétologue, qui peut vous prescrire de l'activité physique. Et vous êtes pris en charge par un éducateur médico-sportif qui vous fait un bilan. Et dans le Grand Est, c'est une grande chance, 14 sessions d'activité physique adaptées à visée de santé est pris en charge totalement. C'est gratuit
pour l'usager dans le cadre de cette prescription et de ces pathologies. Vous voyez, l'ensemble des affections longue durée, mais également l'obésité, les troubles musculo-squelettiques sont pris en charge. À Strasbourg, on va aussi un peu plus loin, puisqu'on prend en charge aussi la santé mentale en dehors des affections longue durée, les personnes âgées sédentaires et puis les femmes enceintes. Ce n'est pas une maladie d'être enceinte, mais l'activité physique a un très bel effet, autant sur la maman que sur l'enfant à naître. Donc le parcours est relativement simple, hein, et il existe maintenant partout en France et notamment par Prescreening dans le Grand Est. Vous allez voir donc votre médecin, donc médecin traitant ou médecin parcourant à votre prise en charge. Vous avez une évaluation de votre sédentarité et de votre stabilité médicale et vous êtes orienté vers une équipe, ici l'équipe de la Maison du Sport Santé, ailleurs des réseaux de Prescreening qui vont faire une évaluation de votre activité et qui ensuite vont vous orienter vers une activité à visée de santé. Donc c'est gratuit chez nous à Strasbourg pendant 1 an, renouvelable 1 ou 2 fois. Dans le Grand Est, c'est donc une évaluation et 14 créneaux d'activité physique sont pris en charge gratuitement. Donc c'est un engagement très fort de la ville de Strasbourg, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a un ensemble de financeurs importants, hein, donc bien sûr la ville, l'Agence régionale de santé, que je salue, hein, qui est l'Agence régionale de santé sans doute la plus investie dans le sport santé. C'est un des gros problèmes politiques qu'on a aujourd'hui, hein, c'est que ce que je vous décris là n'est pas partout en France. Dans le Grand Est et à Strasbourg, on a une prise en charge très très large. Ailleurs qu'en France, c'est très, très, très variable. C'est quelque chose qui est inadmissible. Je donne souvent cet exemple. Par exemple, la metformine, qui est le glucophage retard, qui est le médicament de référence pour le diabète. C'est comme si à Strasbourg ou dans le Grand Est, il était pris en charge totalement ou pour une certaine durée, et que, par exemple, dans les Hauts-de-France ou au centre Val-de-Loire, les personnes devaient les prendre en charge totalement. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui ne serait pas admissible. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui pour une prise en charge par l'assurance maladie. Le 3 octobre, je serai à Paris avec le ministre des Sports, le ministre délégué de la Santé, et pour des annonces, on espère, parce que je fais partie d'une commission nationale qu'on appelle Delandre, qui demande une prise en charge plus avant par l'assurance maladie de cette activité physique à visée de santé. Alors, on a commencé à parler, et puis M. Drouin en parlera encore plus tout à l'heure. Il y a des projets qui s'appellent des territoires de santé de demain, qui existent à Strasbourg, mais aussi dans le cadre de Imeuse, et donc à Verdun et au-delà, qui permettent d'avoir des moyens supplémentaires de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, chez vous notamment du département, chez nous de la ville et de la métropole, pour avoir des actions complémentaires. Et donc, on est en cours de finalisation d'une action qui s'appelle Joue pour ta santé, qui est plutôt vers les jeunes, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est une cible très importante. Alors on se sert de jeux qu'on appelle des serious games, donc des jeux interactifs sur des supports numériques pour essayer d'amener les jeunes de façon ludique à avoir de l'activité physique dans notre ville, avec une représentation de notre ville en cartographie et des jeux qui sont pris en charge. Et donc, là, c'est notamment grâce à Territoire de santé de demain qu'on a pu développer cela. On va avoir, je vous invite déjà en avant, alors ça sera en mars ou en avril, l'ouverture d'un lieu magnifique. Hein. Donc, je vous ai dit, il y a des maisons du sport santé partout en France. Nous, on en aura une très patrimoniale dans l'aile médicale des bains municipaux de la ville, hein, donc 1500 mètres carrés dédiés avec des équipements aussi interactifs de très haut niveau et une qualité architecturale exceptionnelle comme vous pouvez le voir ici. C'est déjà, vous parliez d'Hippocrate, mais c'est déjà les Allemands, hein, qui en 1900 ont voulu créer un lieu à visée de santé. Et donc là, nous, on le rénove pour près de 6 millions d'euros pour en faire le lieu de base de l'activité physique à visée de santé à Strasbourg. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi des moyens pour aller vers les quartiers, puisque je vais finir sur ça. Bien sûr, tout à chacun a besoin d'activité physique en prévention primaire ou en prévention secondaire. Tout le monde a besoin
de pouvoir bénéficier d'un accompagnement médico-sportif lorsqu'il est malade pour reprendre une activité physique à visée de santé. Mais les inégalités sociales de santé sont très importantes. Malheureusement, quand on a moins de revenus, quand on a moins de formation, on a plus de maladies et on a besoin plus d'activité physique. Mais malheureusement, on sait que ces populations-là font encore moins d'activité physique que la population générale. Et donc, il est encore plus important d'aller vers. Donc, nous aurons bien sûr notre maison au centre de la ville de Strasbourg, mais aussi des sites dans les quartiers populaires de nos villes, puisque c'est très, très important que cette activité physique, dont on a prouvé l'efficacité, puisse aller aussi au plus grand nombre, et pas seulement à ceux qui ont la culture de l'activité physique. Voilà. Et pour conclure, donc, c'est très important qu'il y ait des investissements, parce qu'en dehors de l'amélioration de l'état de santé d'une population, la diminution des médicaments, la diminution des maladies, c'est aussi une diminution des coûts. Aujourd'hui, on a prouvé que 1 euro investi dans l'activité physique, c'est 1,7 euros qui est diminué au niveau des soins de santé. Voilà. Et donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans l'économie de cette prise en charge qui n'est pas encore complètement aboutie. C'est qu'en fait, c'est un gain aussi par l'assurance maladie, puisque les personnes en activité physique, d'ailleurs en prévention primaire, mais bien sûr aussi en prévention secondaire pour les malades, coûtent beaucoup moins cher à l'assurance maladie et à la société globalement. Voilà. Donc, très important donc, cette prise en compte économique également de l'activité physique à visée de santé. Et puis, comme c'est une de mes passions, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Sport Santé sur ordonnance, un manifeste pour le mouvement qui montre l'histoire politique de cela, mais aussi l'histoire des patients et comment l'activité physique modifie bien sûr l'espérance de vie et la qualité de vie, mais modifie aussi les parcours des personnes. C'est vraiment voilà, un élément très important de changement dans les parcours de vie des usagers. Voilà, je ne serai pas plus long dans mon intervention. Donc, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions. Voilà. Merci beaucoup au docteur Alexandre Fels qui amène effectivement une approche territorialisée du sport santé avec effectivement une volonté, des outils et des moyens en fait, qui permettent en fait, de proposer au public ces approches sport santé. Alors est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets effectivement qui se développent fortement donc, depuis maintenant plusieurs années sur Strasbourg, territoire d'innovation également. Et donc du coup, alors s'il n'y a pas de questions, moi je propose de tout de suite enchaîner vers un autre territoire d'innovation qu'est la Meuse, avec la démarche Imeuse Santé. Donc je laisse la parole à Jean-Charles Dron, directeur opérationnel d'Imeuse Santé. Merci Thomas. Moi je vais être bref parce que finalement je fais partie des acteurs qui mettent en place des programmes, finalement qui animent des programmes qui visent à faire émerger des initiatives tels que vous avez pu les constater avec le projet de Jean-Claude et celui du Dr Fels également. Imeuse Santé, comme territoire de santé de demain, ce sont 2 programmes qui ont été proposés au niveau national et qui visent justement à développer des approches innovantes autour de la santé au sens large. Alors on parle plutôt de la santé au sens OMS. Donc c'est véritablement tout ce qui concourt à garder les gens en bonne santé. Et on voit en écoutant Jean-Claude tout à l'heure, lorsqu'il parlait de savants d'Antiquité qui évoquaient déjà la santé, qu'on est bien sur tout ce qui concourt finalement à garder les gens aptes à vivre une vie de qualité parce que justement ils ne sont pas atteints par la maladie. Donc finalement, des programmes comme les nôtres, ils visent à trouver des solutions innovantes sur des concepts qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais qu'il faut continuer à développer. Alors on a une chance assez unique en Grand Est, puisqu'on a 2 territoires d'innovation consacrés à la santé. Et pour que vous ayez la vision globale des projets à la santé qui sont menés au niveau national, il n'y en a que 3. Un à Lorient, autour du handicap, et puis celui de Strasbourg, porté par l'Eurométropole, et celui qui est porté par le département de la Meuse, avec un certain nombre de partenaires. Les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Haute-Marne, la région Grand Est, l'ARS et évidemment le financement de l'État.
Alors finalement, c'est sans rentrer dans quelque chose de trop technique et rébarbatif. En gros, à quoi ça sert un programme comme Imeuse Santé? Ça sert à apprendre des choses qui sont très innovantes au niveau des organisations, au niveau des systèmes d'information, et de les tester pour de vrai, dans la vraie vie, avec des vrais professionnels de santé qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je remercie vraiment le docteur Cornu et ses équipes qui ont fait un travail très très important pour décliner opérationnellement une vision qui était au départ finalement un petit peu politique d'un sujet à mettre en œuvre autour de la santé. Donc ça veut dire mobiliser les professionnels de santé, ça veut dire engager les patients, les amener finalement à prendre en considération des approches un petit peu innovantes de prise en charge, ou leur rappeler finalement ces approches-là, et de regarder ce que ça veut dire si on veut déployer ce qui fonctionne à plus grande échelle. Il y a potentiellement des problématiques de réglementation qui ne sont pas adaptées à ça. Il y a possiblement aussi des problématiques économiques. Est-ce que les innovations méritent d'être déployées ou est-ce qu'elles coûtent trop cher à être mises en œuvre? Et puis aussi l'acceptabilité par les acteurs. Est-ce que tous, collectivement, on pense que c'est une bonne chose pour nous-mêmes et pour le système de santé publique d'une manière plus générale? Et finalement, la meilleure illustration qu'on peut avoir, c'est aussi ce qui a été dit par le Dr Fels il y a quelques minutes. Quand on arrive à démontrer que le sport, ça fait une économie de 70 centimes par rapport à une prise de médicaments dont on conviendra tous que ce n'est pas ce qu'on souhaite comme étant la meilleure des solutions pour nous soigner. Alors voilà, on se retrouve avec des patients qui sont en meilleure santé, une économie de santé publique, et finalement, cette marge de manœuvre qu'on a dégagée, évidemment, c'est de l'économie, mais c'est aussi en fait un argent qu'on peut réinjecter dans le dispositif. On ne va pas rentrer dans le problème de la crise de l'hôpital, des soignants, etc. Mais c'est comme ces acteurs-là qui font du soin quelque part. Donc à un moment, si le métier est en crise, on peut s'interroger sur les économies qu'on génère. Et même chose pour le financement de l'innovation. Toutes les économies qu'on peut générer, ça permet de poser des nouvelles idées pour aller plus loin, plus loin. Donc ce qui est vraiment super, c'est que finalement, on n'invente rien sur les fondamentaux. Garder les gens en bonne santé, c'est mieux que les soigner. Et pour les garder en bonne santé, la prévention, c'est important. Et pour cela, le sport, c'est important. Donc nos initiatives, elles sont juste là pour dire, nous, on va vous aider à mettre en place ces projets-là qui, in fine, vont donner lieu à des arbitrages potentiels pour dire, voir les autorités publiques, voir les autorités sanitaires et dire, regardez, ça on l'a expérimenté à petite et à grande échelle, ça donne des résultats qui sont probants, maintenant il faut le généraliser. Voilà, donc il me semblait ça ne sert qu'à ça. TSD a une ambition, je pense, un peu analogue, et nous on est peu de choses, on a un outil à disposition des acteurs pour tester ça et aussi pour faire du lien avec les autorités, pour faire bouger les lignes par rapport à ces sujets de santé. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, parce qu'effectivement, 3 territoires à l'échelle nationale, c'est peu. Et au regard de la proximité géographique entre les deux démarches, est-ce que vous avez ces temps d'échange régulièrement avec nos homologues de Strasbourg qui sont ici présents? Alors, on était parfaitement concurrents quand on a monté nos dossiers, mais on était déjà en échange parce qu'on se connaissait un certain nombre d'acteurs. Donc, en fait, on a toujours été en contact avec nos homologues de Strasbourg, qu'on appelle parfois nos cousins strasbourgeois. Mais effectivement, il y a des sujets sur lesquels on est relativement en avance. Sur la problématique du développement de la téléconsultation de territoire, sur la problématique de la BPCO. Donc là, en fait, quelque part, les travaux qu'on mène, évidemment, on les partage vers Strasbourg. Et la logique du sport santé et d'autres logiques, ils ont des approches populationnelles avec la santé intégrée, qui est aussi un sujet de prévention qui est très développé côté strasbourgeois. Donc là encore, nous, on s'appuie sur leurs travaux. On se dit comment on peut s'appuyer sur le petit temps d'avance qu'ils ont pour le développer chez nous. Donc on a vraiment, depuis le départ du projet, initié cette coopération et elle se renforce presque tous les jours. Très très intéressant. Alors je ne sais pas s'il y avait des questions sur l'intervention de Jean-Charles Dron. En tout cas, c'était... Oui. Une remarque concernant justement l'intérêt d'Imeuse dans la santé, un truc concret avec des patients qu'on surveille, donc avec un bracelet qui est connecté, qui nous donne certaines informations, et à nous, mais aussi aux patients. Et on a des patients qui, grâce à ça, prennent conscience justement de leurs problèmes, en particulier concernant les problèmes de poids et d'activité physique, où on a des personnes qui se disent « mais je ne fais pas le poids là », parce qu'ils ont une balance connectée également en plus. Et puis j'en fais pas aussi peu, 400, 500 pas par jour. Et on a des personnes qui réagissent à ça de façon très positive, en se prenant en main, en perdant du poids, en reprenant une activité physique. Ça, c'est un aspect très concret de ce que l'expérimentation Imeuse peut apporter en termes de qualité de vie. Je rebondis tout de suite parce que je pense qu'on a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des réticences justement chez les patients d'avoir ces outils connectés?
calculent, alors qu'on est quand même dans une ère où finalement, même nous-mêmes, personnellement, on aime, enfin certains aiment avoir ces outils-là au quotidien qui calculent. Est-ce qu'il y a des réticences à ça? Alors, il y a très peu de réticences, je dirais que sur 10 patients à qui je propose le bracelet, l'étude, quelle qu'elle soit, j'en ai peut-être 2 qui refusent pour différentes raisons. Il y a aussi les problèmes, les échecs qui sont liés aux problèmes de réseau, aux problèmes techniques. Il y a des soucis techniques qui parfois découragent les patients après quelques semaines d'essai, ou chez qui on ne peut même pas installer de matériel parce que le réseau ne permet pas la connexion satisfaisante. Il y a toujours des gens chez qui ça ne marche pas comme chez les autres, hein. Mais globalement, on peut dire qu'on a une expérimentation qui est très positive avec des personnes qui sont très intéressées par leur santé et qu'on a parfois souvent tendance à sous-estimer dans leur capacité de gérer du matériel et connecté. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux impressions qu'on peut avoir. Les patients ont beaucoup plus de ressources qu'on imagine et très souvent ça se passe bien. Très bien, on est à 350 inclusions depuis 2 ans, tout juste, là, à quelques semaines près. Pour un demi-département comme le nôtre, c'est exceptionnel comme inclusion. Il faut convaincre les patients, mais aussi le corps médical. Est-ce que vos collègues adhèrent à ce projet? Je pense que c'est comme dans toute la société. Il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Hier soir, j'étais à Étain, je faisais une réunion sur Imeuse, justement. Mes collègues qui étaient là étaient tous enthousiasmés parce que les patients qu'ils avaient eus inclus dans Imeuse étaient tous satisfaits. Le patient ressent une certaine sécurité d'avoir cette surveillance, par exemple, hein. Puis j'ai d'autres patients. Un jour, un patient à qui j'ai proposé l'étude, qui l'a accepté, m'a dit « Oh, mon médecin, il m'avait dit que ça ne servait à rien. » Voilà. Alors, il y en a. Tous les avis sont dans la nature. L'important, ce n'est pas l'avis du médecin, c'est l'avis du patient. Peut-être en complément de ce que dit Jean-Claude, et j'allais dire la même chose que vous, c'est qu'il y a la potentielle résistance, réticence du patient, mais il y a aussi celle du professionnel de santé. Et on se rend compte que ça dépend véritablement des projets, et c'est très personnel comme finalement ressenti qu'on peut avoir par rapport à la technologie. Mais il y a des thématiques assez clivantes. Le sujet de la téléconsultation, par exemple, où certains médecins vont considérer que c'est véritablement une médecine de seconde zone parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec une présence avec le patient où on peut le palper, etc. Versus des protocoles qui, au travers de la téléconsultation, qui permettent de faire des choses très avancées. Donc, toute la question, c'est celle du tri. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui apporte finalement un plus dans un territoire? Parce que, idéalement, j'aurais pu voir le médecin, mais je ne peux pas le voir. C'est un fait, j'ai plus le médecin traitant et ils sont bookés pendant. Donc, le renoncement aux soins, qu'est-ce que c'est par rapport à la téléconsultation quand elle est parfaitement adaptée aux besoins ou quand elle ne l'est peut-être pas complètement, mais c'est ça ou quelque chose qui ne peut pas se mettre en œuvre. Donc, la vraie question, c'est pas de se dire la médecine versus la télémédecine. C'est un maillage organisationnel qui, à un moment, s'appuie sur des ressources qui sont locales ou un peu plus éloignées et qui peuvent bénéficier d'outils qui apportent un support, soit à l'organisation, soit à la réalisation de l'acte, soit à l'échange d'informations. Mais le cœur et le corps, c'est véritablement en fait l'offre médicale de proximité. Et chaque fois, finalement, l'outil en lui-même. Et c'est comme ça qu'on présente tous les projets. Même si c'est une analyse bio qui rend un résultat immédiat, l'outil en tant que tel, c'est jamais la préoccupation. La préoccupation, c'est le projet médical et organisationnel qu'on met en place, qui à un moment ou à un autre s'appuie sur une offre technologique. Oui, et je voudrais bien intervenir. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Oui, donc je suis donc adjoint à la maire en charge de la santé et des aires médicaux. Existe aussi à Strasbourg. Ça semble bizarre de dire ça, mais ça existe aussi à Strasbourg, notamment dans les quartiers populaires de nos villes. Donc on a développé déjà 6 maisons urbaines de santé dans nos quartiers populaires. Nous soutenons aussi Toc Toc Doc, qui est une solution de télémédecine et de téléexpertise. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous voulez dire. Je vais juste le modérer un tout petit peu. Il me semble que le lien humain avec un médecin qui est le médecin de famille, le médecin traitant, me semble indispensable. Après, que ce médecin traitant il puisse ensuite avoir des téléconsultations, des téléexpertises, c'est tout à fait intéressant. Ce qui me semble dangereux aujourd'hui, mais ce n'est pas tellement lié
à la technologie, c'est lié au mode d'organisation qui se prépare aujourd'hui. Ce sont, alors je vais le dire gentiment, mais ce sont des sortes d'Uber de la santé. Moi, j'ai des patients qui ont eu une consultation avec un collègue, je ne sais pas d'où, je ne sais pas de quoi, qui a duré entre 3 et 4 minutes, sans aucune trace, sans aucun élément dans les dossiers. Et vous ne faites pas ça. Je sais qu'Imeuse ne fait pas ça. Mais je veux dire, ça me semble tout à fait dangereux en termes de qualité des soins, mais aussi en tant d'image de la question de la relation avec les professionnels de santé. Donc, Toc-Doc, par exemple, il y a toujours une infirmière coordinatrice qui est présente physiquement à côté des personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Voilà. Donc je pense que vous avez raison dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la technologie doit être au service du mode d'organisation des territoires, mais ne doit pas être une solution à elle-même. Et pour finir sur ce sujet, qui est un sujet très important, après, ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est un choix politique qui date de presque 50 ans, Raymond Barre, pour les anciens, a dit il y a trop de médecins en France, on forme trop de médecins en France. Et on n'a pas changé cela, si vous voulez. Hein. Donc aujourd'hui, on manque de médecins généralistes, on manque de médecins spécialistes. C'est quelque chose qui a été organisé politiquement. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais qui est un peu tardive. Et donc, on est dans des alternatives parce qu'on a cette réalité-là. Et Territoire de santé de demain, Imeuse, essayent de se confronter à cette réalité. Donc, ils ne sont pas du tout responsables et essayent d'inventer, d'innover pour, au moins dans les 10 prochaines années, parce qu'on a 10 ans qui vont être très violentes autour de ces questions-là. Et donc, je les remercie de ce travail qui est fait, qui est un travail vraiment nécessaire, urgent, parce qu'on a de vraies réalités à Verdun, dans les Ardennes, mais aussi à Strasbourg. Hein. Et quand je dis qu'il y a des déserts médicaux à Strasbourg, c'est une réalité validée par l'ARS et la Sécurité sociale. C'est juste pour montrer l'urgence, bien sûr, de former des médecins et des professionnels de santé, mais aussi l'urgence d'inventer un maillage intelligent et respectueux des parcours de soins. Et donc, merci beaucoup. Eh ben, un grand merci à nos intervenants qui nous ont permis de mieux comprendre effectivement ces enjeux et ces défis liés au progrès technique et technologique, finalement, liés au sport et à la santé, qui avancent de pair avec une approche aussi populationnelle, comme disait Jean-Charles, et puis des mentalités aussi bien de la part du corps médical que du patient ou de la personne elle-même. Donc un grand merci au docteur Alexandre Fels, au docteur Jean-Claude Cornu et à Jean-Charles Dron pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Voilà, la première conférence se termine. Et on vous donne rendez-vous cet après-midi sur une autre conférence. Encore merci, autour du sport adapté.